Allez, on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, jeudi 6 mai 2021. Au programme, des trucs plutôt variés. Aujourd'hui, on commence avec l'espace et les fusées avec pour la première fois une réussite totale de la fusée Starship de SpaceX. Cette fameuse fusée qui est censée dans le futur envoyer des gens dans un premier temps sur la Lune et après peut-être pourquoi pas plus loin du genre Mars. En tout cas, c'est une réussite totale pour la première fois et c'est cool. Il fallait, hein. Il fallait à un moment faire une réussite totale. Ensuite, on parlera de Microsoft et de trucs qui tournent autour de Microsoft, toujours en lien avec le procès Epic contre Apple. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que Microsoft a à faire là-dedans. Bah, il faut dire que Microsoft est un géant au même titre qu'Apple et voilà, on essaye Epic essaye de prendre un peu tout le monde dans l'histoire, que ça soit Apple qui est du coup sur le banc des accusés, mais aussi les autres gros géants en termes de plateforme et d'écosystème, en ciblant ici Microsoft, mais aussi Steam par exemple, ce genre de truc. Donc voilà, ils veulent mettre tout le monde dans le même panier, ils veulent visiblement changer beaucoup de choses pour leur intérêt d'abord, et ensuite effectivement nous aussi on peut y gagner à avoir des commissions réduites sur les plateformes. Mais ça sera pour la fin du procès, on n'en est clairement pas là, là on est juste sur des petites infos un peu croustillantes qui sont obligés de révéler parce que voilà, c'est un procès. On parlera ensuite du Computex et d'AMD. AMD qui a officialisé sa présence à un événement virtuel, mais qui feront une conférence du coup lors du Computex et qu'ils annonceront des nouveaux processeurs et des nouvelles cartes graphiques. Restez calme, c'est pas la folie. On parlera ensuite d'une première dans l'univers des semi-conducteurs et on a IBM qui vient de produire ses premières puces en 2 nanomètres. C'est assez incroyable, vous aurez une image qui ne vous donnera pas beaucoup d'infos hein, forcément, mais voilà, c'est une première, c'est un début. On sait, hein, de toute façon, ça commence par là et ensuite ça se démocratise, mais déjà on a au moins la certitude que c'est réalisable, vu que ça a déjà été fait, et on a aussi des premières idées de ce que ces 2 nanomètres peuvent nous apporter. Et sur le papier, effectivement, c'est assez incroyable. On parlera ensuite d'une PS5, d'une nouvelle PS5 à venir pour 2022. Alors, on en a déjà parlé cette semaine, après des informations laissant entendre qu'une version slim un peu moins performante verrait le jour. Ici, on n'est pas du tout là-dessus. Clairement, on n'est pas sur de la performance en moins, on n'est pas sur une version slim, on est sur visuellement la même chose, à l'intérieur quelque chose de différent mais tout en gardant les mêmes performances. On est sur un objet qui aura les mêmes performances, juste avec du matériel différent à l'intérieur. Et effectivement, ils ont des idées après à voir s'ils sont capables d'avoir une vraie production en masse là-dessus et que ça les aide à pallier à leur manque de production et manque de disponibilité actuelle, pourquoi pas. C'est un peu audacieux, mais ils sont en partenariat avec des gens qui connaissent leur métier, donc il y a peut-être une bonne idée là-dedans. Et les gens qui cherchent une PS5 pourront peut-être en trouver une. On continuera avec du jeu vidéo et on parlera de Metro Exodus qui intègre le DLSS et de Rust qui intègre le Nvidia Reflex, deux technologies propriété Nvidia, des technologies qui
déjà sur le papier sont assez incroyables. Le DLSS permet de l'upscale intelligent, ce qui vous permet d'avoir des images très belles et un jeu fluide. Donc voilà, hein, que demander de plus. La technologie NVIDIA Reflex permet de réduire le temps de latence finale. Donc pareil, hein, pour du compétitif, c'est cool. Après, j'avoue que je connais pas trop Rust et je sais pas trop s'il y a un aspect compétitif à Rust. Mais dans tous les cas, pour la plupart des jeux en ligne, voilà, moins on a de latence, plus c'est agréable. Donc c'est toujours ça à prendre. On va parler ensuite de stockage et peut-être du pro tips pour les gens qui veulent dans le futur se mettre à miner du Chia. Vraiment là on est sur du matériel qui peut clairement vous intéresser. On va être sur du 64 Tera de stockage en PCI Express 4.0 avec des débits juste indécents. Voilà. En termes de prix, on sera bien sûr très élevé. Vous imaginez bien 64 Tera de stockage, PCI Express 4.0, donc des débits de fou. Imaginez juste le prix. Mais si vous voulez vous mettre à miner du Chia, cette fameuse crypto-monnaie en vogue en Asie qui utilise de l'espace disque disponible, peut-être que là vous avez ce qu'il vous faut, hein. Clairement. C'est assez fou. On aura un petit passage sur les souris et Sharkoon qui nous présente une souris et un petit accessoire supplémentaire pour un autre modèle de ces souris. Un petit accessoire qui, pour le coup, je trouve a du sens. Donc, on va en parler. Et une souris qui est ultra accessible. Vraiment des produits intéressants de la part de Sharkoon aujourd'hui. On finira avec une toute petite news sur les 3080 Ti qui ont été trouvés dans un autre pays avec un prix toujours très indécent. On fera bien sûr le petit point stock des cartes graphiques disponibles aujourd'hui, mais on finira pas par ça parce qu'on finira par des écrans. On a 3 écrans aujourd'hui, on nous présente 3 écrans avec des tailles différentes, des résolutions différentes, il n'y en a vraiment pas un qui se ressemble, c'est assez fou. On a vraiment de la diversité en termes d'écran aujourd'hui et ça fait plaisir. On peut du coup direct commencer avec l'espace, on part dans l'espace mais on ratterrit. Aujourd'hui, pour la première fois, l'essai de Starship a été couronné de succès total. On a eu un décollage réussi, une montée en altitude, puis un atterrissage à la verticale. C'est quand même assez incroyable de se dire que voilà, cet engin-là, qui est énorme, hein, en vrai c'est énorme, arrive à se poser sur Terre verticalement. Mais ça a marché. Et on a des petites images. Ce coup-ci, pas d'explosion, pas de feu, juste de la réussite. Regardez-moi ces réacteurs qui s'ajustent en temps réel. Oh là là. Quelle prouesse technologique tout de même de pouvoir faire poser une fusée à la verticale. Et voilà. Après avoir fait un décollage et être monté... Là, vous voyez que les réacteurs tournent encore un peu, hein, visiblement. Mais c'est bon. Pas d'explosion. Ça va être refroidi tranquillement. Du coup, on fait de la pub pour BFM TV, malheureusement. Mais ça s'est passé à Boca Chica, au Texas. Et c'est, pour la première fois, une réussite totale de la part de cette fusée Starship, qui est en ce moment un peu controversée parce que voilà, il y avait plusieurs entreprises qui voulaient ce contrat pour faire une fusée qui potentiellement dans le futur emmènera des gens et du matériel
déjà dans l'espace, puis sur la Lune, et pourquoi pas encore plus longtemps sur Mars. Et certains ont été déçus que ça soit SpaceX qui gagne le contrat. SpaceX qui est déjà effectivement en affaire avec la NASA, hein, qui fait déjà, notamment avec Crew Dragon et aussi les lanceurs réutilisables. Enfin, voilà, ils sont déjà au sein de la NASA, et d'autres, voilà, ceux qui n'ont pas été choisis ont trouvé ça injuste et qu'il y avait du favoritisme. Moi, c'est pas mes histoires, ils ont qu'à se débrouiller, la justice américaine tranchera. Mais en tout cas, je suis vraiment content que ça marche, qu'ils aient enfin une réussite. C'est quand même assez fou. Et vous voyez, l'objectif, c'est envoyer des humains et jusqu'à 100 tonnes de matériel grâce à cette fusée. Donc c'est quand même probablement une des grandes armes du futur pour l'exploration spatiale. Et le fait que voilà, elle puisse être réutilisée avec ce système d'atterrissage, c'est quand même assez fou. Les progrès dans le spatial, c'est assez incroyable ces derniers temps. Et ça fait rêver forcément. Même si, on va pas se mentir, hein, pour arriver jusqu'à Mars, on a encore du chemin à parcourir. On continue avec les infos que Microsoft a dû lâcher. Hein. C'est pas, ils ont, enfin, je sais pas si c'était totalement de gaieté de cœur, hein, on va pas se mentir, mais ils ont dû lâcher des infos parce qu'ils ont été appelés pour le procès entre Epic et Apple. Et du coup, lors de ces questions à Microsoft, on a appris un truc qui nous touche, nous Français, parce que voilà, ça parle de Shadow. On sait maintenant enfin pourquoi Shadow s'est fait exclure de l'App Store à 2 reprises. On sait que au final, c'est surtout alors à cause de Microsoft et sûrement pas que, mais dû à des pressions de grands groupes qui eux n'avaient pas l'autorisation d'avoir leur application sur le store dédié d'Apple. Donc visiblement, il y a eu un moment où ils ont dit un truc du genre eux ils ont le droit mais pas nous. Et du coup, bah, ceux qui avaient le droit, ils ont dû sauter. Voilà, ça a l'air d'être ça l'histoire. Et Shadow, bah, n'étant pas pareil, de la même envergure que peut l'être Microsoft, ils n'étaient pas traités à la même enseigne. Donc ici, on parle forcément du service de xCloud de Microsoft, qui n'a pas eu le droit d'avoir son application sur l'App Store. Depuis, ils ont trouvé un moyen. C'est pas vraiment. Certains ont parlé, on dit que c'était une espèce de faille, tout ça, mais en vrai, pas du tout. Hein. Ça reste une porte semi-ouverte de la part d'Apple. Hein. Ça reste quelque chose qui tolère. Ils sont au courant, hein, clairement. Donc, ils le tolèrent. Passer par le navigateur, ce qui donne effectivement accès au service, mais pas forcément de la manière la plus optimisée du monde. Ce qui permet à Apple, pourquoi pas dans le futur, de faire leur propre service de manière plus optimisée et plus ergonomique. Forcément, on les connaît. Hein. Donc voilà, hein, c'est juste pour dire que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne chez Apple. C'est pour soulever ça, forcément. Et aussi pour, encore une fois, soulever sa position de monopole sur sa plateforme et forcément un peu son OS, vu que tout ça est lié chez Apple. Epic essaie de ramener petit à petit voilà, du grain à moudre pour étayer leurs propos. Et effectivement, c'est vrai que hein, Apple a une position dominante sur iOS parce qu'ils maîtrisent tout de bout en bout et ils valident tout. Donc, à partir du moment où ils valident tout, ils sont totalement dominants. Hein. Mais c'est la volonté de leur système aussi qu'il y a un moment où on va être face à un mur, forcément.
Autre petite information grappillée sur Microsoft, et ici directement la Xbox, et bien le matériel, hein, pas le service Xbox, mais le matériel, les consoles. On apprend que Microsoft vend depuis toujours des consoles à perte. C'est assez incroyable. En permanence, quand ils vendent une console, ils perdent de l'argent. Alors ils peuvent, parce que ils les fabriquent et on a le droit de produire à perte. On n'a pas le droit de vendre à perte, mais on a le droit de produire à perte. Ça, il y a autre chose, c'est les lois, hein, qui font ça. C'est une autre histoire. Mais tout ça est totalement légal. Ils ont totalement droit de produire à perte. Et au final, eux, c'est dans leur plan. Ce n'est pas une déception, c'est une volonté de produire à perte sur les consoles pour que ça fasse une entrée dans l'univers Microsoft et potentiellement les services qui vont derrière à base de Xbox Live Gold, Xbox Game Pass Ultimate, ce genre de trucs pour derrière et aussi des jeux forcément. Donc derrière ils s'y retrouvent, il n'y a aucun problème et encore une fois Microsoft n'est pas une entreprise en déficit, loin de là, mais on sait aujourd'hui que à tout moment ils perdent de l'argent quand ils vendent une console et ça leur permet aussi d'avoir des prix plutôt agressifs, contrairement à d'autres. Tout le monde ne fait pas ça, tout le monde ne peut pas se le permettre, notamment un des rois dans son domaine, Nintendo, qui eux ne font clairement pas ça. Eux, ils font des bénéfices sur la vente de leurs consoles. Après, ils peuvent se le permettre, donc est-ce qu'ils ont tort? Bah peut-être pas. Après, est-ce que vous payez trop cher vos consoles Nintendo? Bah peut-être que oui, mais ils peuvent se le permettre, malheureusement pour vous. Et on a aussi Sony. Alors Sony, ils ont déjà eu des problèmes. Ils ont déjà vendu des consoles à perte et ça leur a coûté très cher. Du coup, ils le font plus. Voilà, ils ont décidé d'arrêter parce que ça coûtait trop d'argent. Ce qu'ils font, c'est un peu plus, un peu plus basique. Ils font une console qui est à l'équilibre au moment de sa sortie, donc ils ne gagnent pas d'argent, mais ils n'en perdent pas non plus sur la vente. C'est du coup un prix très calculé. Et forcément, sur la fin de vie, là où Microsoft fait des promos et abaisse un peu les prix, Sony, ils font pas ça. Ils font pas ça, ils maintiennent des prix le plus longtemps possible pour arriver vers le milieu fin de vie de la console à commencer à faire de l'argent en vendant des consoles. Ce qui est forcément un moyen beaucoup plus serein de vendre des consoles. Mais c'est aussi un manque d'attractivité là où une entreprise comme Microsoft peut arriver à baisser les prix sur ses consoles, arriver à un certain temps de vie pour continuer à appâter des clients et des consommateurs potentiels de leurs services ensuite sur lesquels ils font vraiment là de l'argent. Encore une fois, du coup, ils n'ont pas vraiment le même objectif entre Sony et Microsoft. Mais c'est plutôt intéressant et quand même apprendre qu'ils l'ont toujours fait Microsoft, c'est assez fou. J'avoue que c'est assez fou. Imaginez à chaque fois qu'une Xbox se vend dans le monde, Microsoft perd de l'argent. Bon, après, ils ont gagné largement plus à côté, certes, mais n'empêche, c'est assez fou. Produire à perte, c'est assez fou. On continue avec une annonce d'aujourd'hui, pas une super annonce, j'avoue qu'au début je me suis dit ouais trop bien et en fait après j'ai lu et ouais beaucoup moins bien. AMD qui a officialisé sa conférence au Computex 2021 qui aura lieu le 1er juin. On nous annonce, on nous dit viendra parler de gaming, moi ça me régale. Nouveau processeur, ça me régale aussi. Et là bim, j'apprends quoi? Processeur, c'est des Threadripper, donc les processeurs voilà, un peu plus axés pro et station de travail que ordinateur gaming, hein, clairement, on va pas se mentir. Puis c'est des processeurs aussi très très chers.
Et après, en termes de gaming, eh ben, on est sur des GPU, mais mobiles, donc des RX 6000 mobiles, donc avec un M pour mobile, incroyable cette nomenclature. Euh, J'adore. Et oui, effectivement, on les attend, mais voilà, on sait que AMD est un peu englué dans son manque de production. Tout le monde veut du matériel AMD et bah, ils peuvent pas tout produire malheureusement. Donc voilà, ça va arriver. En plus, en général, les trucs mobiles, que ce soit processeur ou GPU, sont priorisés parce que du coup, c'est des partenariats ou des accords ou des contrats avec des fabricants de PC portables, donc il faut absolument livrer les pièces, sinon j'imagine qu'il y a des contreparties, et du coup ils sont prioritaires, et ça peut laisser entrevoir potentiellement des jours toujours aussi pourris du côté des cartes graphiques de bureau AMD, et voire pire, j'espère pas hein, quand même, mais il faut dire que c'est pas la folie. C'est pas la folie côté AMD en termes de disponibilité. Ça ne l'est pas du côté Nvidia non plus. Mais, euh, mais c'est triste. On continue avec quelque chose qui est beaucoup moins triste. Regardez-moi ça. Ce magnifique wafer, je crois que ça s'appelle comme ça, si je ne me trompe pas. Euh, des puces 2 nanomètres pour la première fois. Tout ça fait par IBM. Une première mondiale. Ça ressemble à ça. Bon, on va pas se mentir, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt d'en retrouver dans vos téléphones. Pas encore. Ça va arriver, mais pas tout de suite. Patientez un peu. C'est une première mondiale, donc on est loin de la production de masse. Vous imaginez bien. Mais déjà, on l'a fait. Donc, c'est faisable. Donc, potentiellement dans le futur, si pas de problème majeur avec les process, ça devrait arriver dans le marché de masse et devenir une norme, notamment pour les plateformes mobiles. Encore une fois, on sait que la finesse de gravure joue aussi beaucoup dans la consommation d'énergie, et les plateformes mobiles sont très sensibles à ces points-là, hein, la consommation d'énergie. Quand on a une batterie et non pas un câble avec alimentation infinie, on n'est pas dans le même monde. Donc voilà, hein, c'est fou, c'est IBM, c'est incroyable. On nous dit des petits applicatifs potentiels pour ces puces en 2 nanomètres, potentiellement quadrupler l'autonomie la durée de vie de nos batteries, autonomie. Euh, mais aussi améliorer forcément tout quoi. En fait tout, améliorer les performances de tout et n'importe quoi. Parce que aujourd'hui, on a de l'électronique dans quasiment tout. On a des capteurs quasiment partout. Et du coup, qui dit capteur dit aussi puce d'intelligence. Enfin, d'intelligence, voilà, hein, c'est pas les bons mots, mais vous comprenez l'idée. Et puce de calcul, c'est mes meilleurs mots. Et du coup, potentiellement, voilà, on irait plus vite, on peut faire des trucs plus puissants, ça consomme moins, c'est potentiellement que du mieux. Encore faut-il que le process il soit fiable à 100% et puisse être produit en masse, reproduit en masse. Et aussi que le coût ne soit pas trop élevé, parce que ça aussi ça peut être un problème. Mais voilà, c'est pour la première fois et c'est plutôt cool. On nous dit ici 50 milliards de transistors dans une puce de la taille de votre ongle. Voilà, 50 milliards. Milliards. Voilà. Donc oui, c'est le futur et on a hâte de voir ça débarquer. On aura des paliers avant, hein. Imaginez aujourd'hui, suivant vos appareils forcément, mais si vous avez, par exemple, on va prendre des exemples simples, si vous avez un processeur Ryzen 5000, vous avez quelque chose gravé en 7 nanomètres. 7, pas 2, ni 3, ni 5, 7.
Si vous êtes chez Intel, c'est encore pire. Même si on sait que c'est pas les mêmes procédés, mais en termes de finesse de gravure, chez Intel, on est encore en 14 sur les processeurs de bureau 11e génération, et on nous annonce du 10 dans la 12e génération. Si vous avez un Mac, un MacBook M1, vous êtes en 5. 5, ce qui est encore 2 fois et demi supérieur à 2. Donc on a encore du chemin à parcourir, ça va arriver, mais déjà savoir qu'on peut le faire, qu'on y arrive, et que les premiers s'y mettent avec du succès, c'est déjà un signe qu'on est plus si loin que ça. On continue avec cette nouvelle PS5 annoncée quasiment officiellement, hein. C'est assez fou, pas trop de précision quant à sa sortie, mais voilà, on envisage 2022 et on va encore une fois parler de finesse de gravure parce que c'est là-dessus qu'on va aller jouer. On va aller faire un nouveau modèle de cette PS5 qui est tant demandée et si peu disponible, avec un nouveau matériel à l'intérieur, du moins côté processeur, une finesse de gravure toujours plus basse et potentiellement une production plus importante du fait d'avoir ce modèle alternatif. Je ne sais pas s'il est là pour remplacer totalement le modèle actuel ou s'il vient en ajout, mais potentiellement quelque chose qui est aussi performant, qui peut potentiellement chauffer moins chauffer plutôt, moins chauffer, et aussi moins consommer. Donc c'est cool. Encore une fois, on n'a pas beaucoup d'infos, à part qu'ils font ça en partenariat avec AMD, et ça nous rassure tout de même, vu que c'est quand même eux qui fournissent l'électronique, en tout cas les parties très importantes de l'électronique présentes dans cette console, qu'AMD soit dessus au travail et voilà, hein, qu'ils fassent ça ensemble, ça nous promet potentiellement quelque chose qui peut arriver dans pas trop longtemps, qui soit bien fait et qu'on ait un produit final convenable. Encore une fois, je ne sais pas s'ils veulent vraiment la démarquer en termes de modèle, s'il y aura un moyen de savoir quel est le modèle qu'on achète et tout, je ne sais pas. Et c'est à venir pour 2022, donc on a du temps. Mais on ne parle pas du tout de ce modèle SIM qui avait été abordé un peu plus tôt cette semaine. Ici, on est vraiment sur design exactement le même. Visuellement, de l'extérieur, c'est exactement la même chose. À l'intérieur, pas exactement la même chose, mais les mêmes performances. On nous annonce clairement exactement les mêmes performances. Même pas une envie de d'avoir un modèle plus performant. Vraiment faire la même chose, avoir le même résultat final pour les utilisateurs, juste pour eux leur permettre de pouvoir en produire plus et du coup en vendre plus, vu que des gens en veulent toujours et à l'infini. Et vous savez, si vous en recherchez une, qu'il n'y en a pas en magasin, donc c'est triste. On continue avec des petites techs Nvidia. Nvidia qui a toujours des petites technologies, propriétés intéressantes. Ici, on va parler DLSS et Reflex. Le DLSS qui est intégré à Metro Exodus, c'est plutôt cool. Le DLSS, c'est une technologie d'upscale. Ça permet d'avoir à fournir moins de puissance de calcul à votre machine. Et pour vous, ça vous donne l'impression que c'est aussi beau que s'il fournissait plus de puissance. Donc c'est un peu triché au niveau de l'image. Tout ça est assisté par de l'intelligence artificielle. Du coup, ça aide vachement pour nous duper et avoir un rendu final qui est aussi beau que si ça avait été calculé nativement dans une résolution plus élevée. C'est assez incroyable. C'est intégré à Metro Exodus qui vient d'être
un peu peaufiné, surtout au niveau du ray tracing. Le ray tracing qui est une technologie très très gourmande, donc qui demande énormément de performance pour, pour être, euh, pour être effectué, et du coup qui a tendance à avoir un petit problème de jouabilité. Ça devient un peu... vos nombres d'images par seconde baissent. On n'est plus sur quelque chose qui est aussi fluide que ça devrait l'être. Le DLSS permet de pallier à ça, donc c'est plutôt cool. Deuxième petit point tech, Nvidia Reflex, une technologie qui permet de réduire jusqu'à 38% la latence. Donc c'est assez fou hein, quand même, 38%. Truc qui est super intéressant dans le monde de l'e-sport, clairement. Gagner en latence sur par exemple un fast FPS, je peux vous garantir que tout joueur pro est chaud pour gagner 38% de latence, hein. Même si de base c'est optimisé. Voilà, hein, quand c'est fait par Nvidia et que tout est fait, que vous avez tout le matériel adapté, il y a moyen que ça soit top. Encore une fois, il faut une carte graphique Nvidia, hein, bien sûr. Mais ici, c'est ajouté à Rust. J'avoue que je connais pas trop Rust, mais j'étais pas au courant qu'il y avait de l'e-sport sur Rust. Après, ça reste un jeu en ligne. Et au final, à partir du moment où on est sur un jeu en ligne, la latence a tendance à s'accumuler. Forcément, la latence de votre matériel plus la latence du réseau. Et on finit par un peu trop le ressentir. Donc, diminuer au moins la partie matérielle, c'est toujours cool. La technologie Nvidia Reflex n'augmente pas la partie réseau à mon avis, hein. Désolé. On continue avec la solution pour les futurs mineurs de Chia, cette crypto-monnaie qui fait fureur en Asie, qui a déjà impacté lourdement le marché des disques durs grande capacité en Asie, notamment en Chine. On a vu de l'ordre de 30%, ça fait quand même mal. On parle de grande capacité, on parle de disques durs de 16 ou 18 Tera, donc imaginez le bazar. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose qui peut être la solution, vraiment. Alors, hier, il y avait une petite news sur des gens de Cocoteland qui voulaient s'amuser à avoir 4 Tera de SSD M2 en RAID. Le RAID qui est un moyen de faire tout marcher ensemble pour avoir des débits toujours plus performants. Et pour ça, ils ont utilisé une petite carte qui leur a permis d'avoir ces 4 Tera à un débit de 20 gigasecondes. Voilà, c'est déjà pas mal, on va pas se mentir. 4 Tera de SSD à 20 gigasecondes parce qu'il fonctionne en RAID, c'est plutôt cool. Certains ont décidé d'aller plus loin, toujours plus loin, on ne sait jamais, hein, on peut avoir besoin. On est sur effectivement ce genre de petite carte, pas si petite que ça, on voit ici refroidissement actif et passif. Ces cartes format carte graphique, hein, clairement, on est là-dessus. Il vous faudra bien sûr un port PCI Express x16 pour ceci. PCI Express 4.0 hein, pour bénéficier des débits maximum. Mais la promesse, c'est tout de même d'avoir 8 emplacements M2 PCI Express 4.0 qui peuvent gérer jusqu'à 8 Tera par emplacement pour un total donc de 64 Tera. Le tout avec un fonctionnement qui vous permet d'atteindre le débit de 20 gigaoctets seconde. Voilà comment ça se présente quand on enlève le refroidissement. C'est juste, vous voyez, un des ports M2 en pagaille, plus un contrôleur. Donc voilà, hein, on sait qu'on peut le booster jusqu'à 28 Go secondes pour ceux qui ont besoin de toujours plus. Vous êtes des ouf. Il faudra tout de même ajouter une petite alimentation PCI Express 6 pins. C'est un moindre mal pour avoir 64 Tera de SSD. Ça coûte un peu cher, on va pas se mentir, ça coûte un peu cher, ça coûte 10 000 $, ce qui est plutôt cher. Mais la promesse est ouf. Et si un jour le Chia explose,
ça sera probablement très vite rentabilisé. L'investissement est quand même assez énorme. La prouesse technique est tout aussi énorme. 64 Tera de SSD à des débits jusqu'à 28 gigaoctets secondes. Peu de gens peuvent en dire autant. De toute façon, la plupart des gens ont des cartes mères avec soit un, soit deux emplacements M2 et se contentent de ça et ne vont pas ajouter des cartes en plus. On continue avec des souris plutôt sympas. Première souris, la Light 200 de Sharkoon. Souris légère, on est sur du 69 grammes. Tarif léger aussi, 55 € pour cette souris qui est plutôt classique. On a ces octogones, peut-être pas, hexagones, peut-être pas. Ces trous avec ce format particulier. Mais aujourd'hui, on nous parle de petits grips qui peuvent être ajoutés sur ce modèle pour les gens qui n'arrivent pas à se faire cette tenue en main avec des trous. On a la possibilité d'ajouter des grips pour élargir un peu la souris. Forcément, ça l'alourdira un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Et si ça vous permet d'être plus à l'aise, c'est très bien. Seul problème, c'est qu'on n'a pas le prix de ces petits grips. J'aurais bien aimé savoir, surtout au vu du prix bas de cette souris. J'espère que c'est pas trop élevé, mais plutôt intéressant. Et moi, j'aime bien ces petits trucs de customisation comme ça de souris. Encore une fois, tout le monde n'a pas les mêmes besoins en termes de souris. Et tout le monde n'a pas la même main. Enfin, personne n'a la même main d'ailleurs. Donc, ça a du sens de customiser à nos besoins et nos envies. Et on continue avec toujours plus léger et toujours moins cher. Toujours chez Sharkoon. Après la Light 200, on a la Light 180. 63 grammes contre 69 pour l'autre. 40 € contre 55 pour l'autre. On garde cet effet léger avec des trous, mais on vous donne aussi la possibilité d'avoir voilà, un truc un peu plus classique, sans trous. Bien sûr, c'est un peu plus lourd, mais si vous aimez pas les trous, ça vous sauvera la vie. On a du coup quelque chose de plein sur les côtés pour aller avec la coque pleine. On est bien sûr un peu moins haut de gamme en termes de capteurs, tout ça, que sa grande sœur. Forcément, on baisse un peu de prix aussi. On nous annonce, et ça, je vous avoue que je les cherche toujours, on nous annonce 6 boutons programmables, et je vous avoue que, perso, je les vois pas, mais je veux bien les croire, mais je les vois pas. Donc je sais pas, je mens pas, mais mais faut m'expliquer où ils sont. J'avoue que j'en vois 2 là, à la limite j'en vois 1 là, mais c'est tout, ça fait 3. Il m'en manque quand même 3 autres. Donc je sais pas, peut-être qu'il parle, j'espère qu'il parle pas du clic gauche, clic droit et clic molette. Ce serait dommage quand même. Un peu de RGB discret ici et sur la molette. Franchement, pour 40 €, on a quand même des bonnes caractéristiques pour du gaming. Alors effectivement, si vous êtes dans l'optimisation totale pour du gaming compétitif, n'allez peut-être pas vers ça. C'est pas le mieux que vous puissiez avoir. Mais pour de l'entrée de gamme, moyen de gamme gaming, ça fera très très bien l'affaire. Vraiment, ça conviendra à beaucoup de gens. C'est filaire, hein, bien sûr. Souris légère oblige. Et c'est quand même plutôt qualitatif pour un produit à 40 €. On y retrouve la légèreté, un peu de RGB, quand même des caractéristiques compatibles gaming. Même gaming un peu, voilà, un peu de fast FPS sans être trop fort, sans être trop dans l'optimisation compétition. Encore une fois, ça pourra très bien le faire. Donc plutôt intéressant. Toujours, hein, de toute façon, les appareils accessibles, moi je trouve ça intéressant quand c'est bien fait, quand c'est un prix attractif et quand il y a un intérêt. Et pour ce genre de souris, il y a clairement un intérêt. On continue sur quelque chose qui a peut-être moins d'intérêt, surtout à ce prix-là, la 3080 Ti qui fait beaucoup parler d'elle après avoir été dans un premier temps reportée, puis dans un second temps, voilà, vue un peu partout, que ce soit en photo, des boîtes ou
listés ou vendus parfois dans certains pays, et notamment aux Émirats Arabes Unis, visiblement, pour 3500 $. Ici, une nouvelle fois, alors c'est listé, donc c'est pas vendu, personne nous a dit qu'on pouvait les acheter, mais c'est apparu. Des 3080 Ti de MSI entre 2900 et 3200 $. On est ici au Vietnam, donc voilà, ces cartes-là. Très cher, trop cher je pense, hein, dans tous les cas. Voilà, annoncé 999 $, mais même pas vraiment annoncé d'ailleurs. Euh, donc si c'est ce prix-là, ça va être compliqué quand même de trouver. Ça me paraît un peu trop cher au vu de combien se vendent les 3090 à l'heure actuelle. Si ça apparaît à ce prix-là chez nous, je sais pas. Après, au final, il y a tellement peu de cartes disponibles que, au final, je suis sûr que les gens les achèteront. Ah, c'était là. On fait vite fait le stock des cartes graphiques. On va pas en avoir pour longtemps parce que comme d'hab, il n'y en a pas beaucoup. Je viens juste de capter que ma musique s'était arrêtée. Let's go. La 2060 de KFA2, toujours là, 570 qui ne trouve pas preneur. C'est effectivement plutôt très cher, hein. Fut un temps où ça coûtait 300 €. Visiblement, c'est plus trop le cas. Et après, on passe direct, hein, dans le très cher. La 3090 de KFA2 à 3000, toujours là. Power Color et ça, 6900 XT refroidi par air à 2200, toujours là. La ASRock 6900 XT OC Formula à 2700, toujours là aussi. Mais on a des petites nouvelles. Aujourd'hui, on a une Saphir 6900 XT Toxic Extreme Edition à 2650. Alors celle-là, elle est quand même un peu particulière. On voit ici refroidissement hybride. On a un ventilateur, mais on a aussi une partie water coolée avec un radiateur de 360 et 3 ventilateurs. Celle-là, effectivement, elle est ultra premium. Honnêtement, si vous étiez prêt à acheter celle-là, vaut mieux acheter celle-là. Si vous avez la place de mettre cet énorme radiateur dans votre config, elle sera probablement plus sympa et potentiellement plus performante, tout ça. Et à 2750, une 3090 de PNY. Pourquoi pas? Pourquoi pas un 2750? Vous voyez, c'est moins cher que les 3080 Ti au Vietnam. Donc c'est pas mal quand même. On finit avec des écrans qui nous envoient un peu du rêve aujourd'hui. On commence avec un écran MSI qui est vraiment pas habituel. La résolution du WFHD. Alors, on décrypte. Déjà, on sépare en deux. On met le W d'un côté et FHD, Full HD d'un autre. Donc, on a la définition de base, Full HD, 1920 par 1080. On a le W qui veut dire wide, qui veut dire large. Donc, on passe au lieu d'un format 16 neuvième à 21 neuvième. Et donc, on passe en résolution à 2560 par 1080. La taille, 30 pouces. Encore une fois, un format un peu étrange. Taux de rafraîchissement, 200 Hz. Ça, c'est fou. On a forcément le petit 1 milliseconde de temps de réponse en gris à gris. On a le G-Sync compatible validé par Nvidia et ça c'est cool par contre. Et du coup on a ça comme visuel, forcément un peu, toujours un peu surprenant, hein, les 21 neuvième. Avec une résolution Full HD, c'est très peu courant. C'est pour moi un des moyens de démocratiser ces formats 21 neuvième ou voire 32 neuvième, pourquoi pas pour ceux qui veulent toujours plus. Il faut aussi les rendre compatibles Full HD. Toutes les machines ne sont pas capables de traiter les choses en plus que Full HD. Et de base, agrandir, voilà, avoir plus du 21 neuvième, c'est toujours plus gourmand qu'une résolution standard. Donc si on veut vraiment que ça se démocratise, c'est un des moyens. On y retrouve tout ce qu'il faut dans un écran dernière génération. On a toutes les connectiques, même de l'USB type C. On a un peu de RGB pour ceux qui aiment. On a un design plutôt sobre tout de même. Plutôt sympa. On n'a pas le prix.
Ça, c'est un peu ce qui est dommage. Mais effectivement, quelque chose de très peu courant, du 21 neuvième, 30 pouces, Full HD, assez étrange. Mais je pense qu'il y a vraiment il y a un marché. Il y a un marché, il y a des gens qui aimeraient avoir ça. Parce que ça apporte aussi un confort. Ça apporte aussi un confort quand même. 30 pouces en écran large, c'est quand même très confortable. Il faut tout de même avoir le recul. On continue avec des écrans très confortables. 1 GB, 28 pouces, UHD. UHD c'est 4K bien sûr. On a un peu moins en taux de rafraîchissement que l'autre. Seulement à 144 Hz. Bon, on est sur de la 4K. Donc la folie, on est sur du gigabyte. On n'est pas sur du Aorus. Donc la note devrait être un peu moins salée. On est quand même sur de l'UHD 144 Hz. Hein, ça va pas être donné. C'est plutôt très classique. Autant en termes de design que en termes de caractéristiques, on a absolument tout ce qu'on veut avoir, encore une fois, sur un écran dernière génération, en termes de connectique, en termes de compatibilité. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce que... C'est qualité gigabyte, hein, sera bien fini tout ça. On n'est pas non plus sur du premium. Du coup, peut-être un peu plus sobre que de l'Aorus. Encore une fois, il faut qu'il soit testé. Mais encore un truc assez peu courant, 28 pouces, 4K, 144 Hz, c'est pas quelque chose qui se voit souvent. Et c'est aussi un truc où il y aura du monde qui en voudront, surtout le jour où les gens seront équipés massivement de consoles nouvelle génération, qui voudront aller chercher, pourquoi pas du 120 images par seconde, peut-être pas en 4K, mais potentiellement. Ça peut trouver un intérêt. On finit avec la cerise sur le gâteau. Petit écran AOC. Alors c'est le Agon AG 353 UCG. Incroyable ce nom, c'est faux. Alors lui, définition encore plus chelou. On est sur du UW QHD. Encore une fois, on sépare en deux. On met UW d'un côté, QHD de l'autre. UW, ça nous informe sur le format. Ici, on n'est pas sur du wide, mais de l'ultra wide. Donc format 32 neuvième et non plus 21 neuvième. Le QHD, c'est l'intermédiaire entre le Full HD et la 4K, c'est-à-dire le 2K ou le 1440p, appelez ça comme vous voulez. Et derrière, on a 200 Hz, plutôt fou. Et G-Sync Ultimate, alors bah, effectivement, celui-là c'est le boss, hein. Clairement. Est-ce qu'il y a un moment où vous montrez l'écran? Voilà. Hop, l'écran. Mais vraiment un truc voilà, plutôt fou. On est sur un format plutôt petit pour du 32 neuvième. On est seulement sur 35 pouces. Là où par exemple le G9, qui est aussi 32 neuvième, est sur du 49 pouces. Donc vous voyez la différence, hein. Ici on est sur un petit format qui va être vraiment très large, avec un design sobre mais soigné. Encore une fois, on va y retrouver tout ce qu'on veut avoir sur un écran dernière génération. L'HDR 1000, les 200 Hz de taux de rafraîchissement. Légèrement incurvé, bien sûr. Il vaut mieux, hein, sur de l'ultra wide. C'est mieux. C'est vraiment mieux. Mais vraiment un bel écran. Je suis... Oh! Regardez, regardez si ça charge. Comme sur le G9 de chez Samsung, on a l'arrière qui est légèrement rétro-éclairé sur un cercle là. Plutôt joli. On n'a pas de prix. Ah si, 2500 €. 2500 € l'exemplaire. 2500 € c'est trop cher. C'est carrément trop cher. Alors là, mais dans aucun monde... Dans aucun monde il faut le vendre aussi cher que ça. Un G9 coûte moins que ça et est plus grand et a des caractéristiques encore au-delà. Parce qu'on est aussi sur de l'ultra wide QHD, mais on est sur du 240 Hz et on est sur du 49 pouces pour 1500. Donc là il y a un petit problème. Il est magnifique, mais pas 2500 s'il vous plaît.
Voilà qui conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ces superbes écrans ultra chers. Mais peut-être pas tous, hein. Peut-être que le premier, le MSI, ne sera pas très très cher. Les autres, ils risquent d'être plutôt chers, on va pas se mentir. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous aura donné envie de revenir partager ce point actu quotidien. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours, ce qui m'aide à progresser. J'en profite aussi pour faire un peu de pub pour mes réseaux sociaux, à commencer par le Discord, toujours sympa, hein, si vous avez des questions à poser ou que vous cherchez des gens pour jouer un jeu ou quoi que ce soit. Vous êtes le bienvenu, on ne mange pas les gens et on est assez accueillant en vrai. Si vous êtes gentil et respectueux, bien sûr. Et puis après, il y a les réseaux sociaux plus classiques. C'est dur à dire, réseaux sociaux. Réseaux sociaux plus classiques, Twitter, Instagram et la chaîne YouTube pour les replays, si ça vous intéresse. Tout ça est à trouver sur ma chaîne Twitch. Hein. Il y a des petits onglets, petites bannières à cliquer dessus et ça vous emmène directement, c'est incroyable. Ou en commande dans le chat pour les gens qui sont en live. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi et on se retrouve demain pour le dernier point actu hardware de la semaine.